je vais demander à Lucien de nous parler un petit peu de l'ingénierie sociale, qui est un de ses sujets de recherche, et comment comment les populations sont manipulées, et, euh, et surtout, et c'est le sujet dont on pourrait parler aujourd'hui, comment cette ingénierie sociale utilise la peur comme instrument puissant pour faire de la population, ou lui faire faire ce qu'elle veut. Oui, comment elle utilise la peur et comment elle utilise plus généralement la déstabilisation. Et en fait, comment elle utilise plus généralement le chaos. Bon, j'ai un peu étudié aussi les théories du chaos contrôlé, notamment le comportement, enfin dans les sciences comportementales, hein, notamment dans le management. Il y a une méthode qui s'appelle la conduite du changement, qui consiste à fabriquer votre consentement au changement, même quand vous n'en avez pas besoin. Mais quelqu'un d'autre peut avoir besoin que vous changiez. Et donc là, il y a une rencontre entre deux volontés antagonistes, finalement, une volonté conservatrice, quelqu'un qui n'a pas envie de changer, et quelqu'un qui veut vous faire changer. Et donc, pour vous faire changer, il peut être parfois nécessaire, indispensable, de vous déstabiliser, de déstabiliser vos routines, de déstabiliser vos habitudes, qui finalement étaient payantes, qui fonctionnaient. Donc on va induire un dysfonctionnement intentionnel dans un système qui marche. On dit on ne change pas une équipe qui gagne, mais parfois si. Parfois, le management, ou les sciences du management, l'ingénierie sociale ont besoin de changer une équipe qui gagne pour divers objectifs, mais qui ne sont pas dans le sens de l'intérêt de l'équipe en question, mais qui peuvent être dans l'intérêt des actionnaires, quand il s'agit de changer une culture d'entreprise, ou qui peuvent être dans l'intérêt d'un envahisseur, d'un colonisateur en géopolitique, qui va effectivement faire monter le chaos au sein d'une société pour la déstabiliser, l'individualiser, et ensuite en prendre le contrôle plus facilement par du soft power essentiellement, c'est-à-dire par des méthodes psychologiques. Et donc, effectivement, c'est en 2020, je crois que tu m'as envoyé Tout à fait, en août 2020. Voilà, donc ton livre a eu un temps de gestation très long. D'ailleurs, tu as commencé à l'écrire quand Ça, c'est bien 8 ans, donc 2016 par là, ouais. au moins. Oui, parce qu'effectivement, de toute façon, c'est un thème qui, à un moment ou à un autre, devait venir sous ta plume, dans la mesure où, quand on travaille sur le survivalisme, c'est finalement comment survivre en situation de chaos, parce que le survivalisme, en fait, la question de survivre ne se pose pas quand tout va bien. La question de survivre ne se pose que, justement, quand tout va mal, ou quand, en tout cas, ça ne va pas comme on voulait. Donc, à un moment ou à un autre, la question de la gestion des émotions et de la gestion de la peur devait se poser. Donc, c'est vrai que tes premiers livres étaient très techniques, très, pragmatiques, pratico-pratiques. Et là, tu vas sur un sujet un peu plus impalpable, en fait, qui est une émotion, qui s'appelle la peur. Donc, effectivement, tu as commencé il y a 8 ans, c'est ça, à travailler là-dessus. Mais c'était de toute façon inévitable à un moment ou à un autre. Alors toi qui travailles beaucoup sur le neuropiratage, la neuroingénierie, finalement la propagande et la manipulation, si on peut dire ça comme ça, entre 2020 et maintenant, en 2020 nous étions en pleine crise Covid, et je t'avais posé des questions sur comment la peur de cette maladie à l'époque était utilisée, était instrumentalisée. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles peurs qui se sont ajoutées à cette panoplie d'outils de gestion, de management des populations. Nous sommes au printemps 2024, nous sommes avec une rhétorique de guerre, face à d'ailleurs une nation très puissante, la Russie. Et comment vois-tu cette peur et ces techniques être utilisées aujourd'hui, et dans quel but selon toi ? Effectivement, on a un travail de propagande de guerre pour essayer de lever des troupes, et pas seulement physiques, mais aussi psychologiques. D'ailleurs, de toute façon, honnêtement, la force de frappe de l'OTAN aujourd'hui, elle est essentiellement psychologique, médiatique. Les troupes de l'OTAN, pour l'essentiel, sont dans les universités, sont dans les médias, et appliquent et font de la guerre culturelle, en réalité. En quête d'hégémonie, c'est-à-dire d'hégémonie sur les esprits. Il y a d'ailleurs un document qui est sorti récemment, là, en 2021, qui réduit quasiment l'activité offensive de l'OTAN à la dimension psychologique. En fait, c'est un texte sur la guerre hybride. Mais
ils ont bien compris qu'effectivement, il y avait peut-être une contradiction, et ça, on pourrait en parler longuement, entre finalement les deux aspects du capitalisme, en fait, hein, c'est-à-dire la dimension consumériste, hein, hédoniste, individualiste, et puis la dimension militariste, qui elle est sacrificielle, hein, c'est l'abnégation, et donner sa vie à une cause plus grande que soi. Donc là, ces deux aspects-là du capitalisme, justement, alors, en fait, là, tu vas pouvoir embrayer là-dessus, c'est justement le survivalisme en fait, la philosophie survivaliste, en quelque sorte. Parce que bon, moi, à titre personnel, je suis pas trop dans la pratique. Je fais un petit peu de permaculture, etc., mais je vis en ville, etc., c'est un peu compliqué. Avec un jardin, quand même. C'est si peu. C'est mieux que rien. Non, mais bon, en plus, bon, ça, c'est une copropriété, hein, donc j'ai pas vraiment le droit de l'utiliser. Mais donc, en revanche, effectivement, bon, moi je suis plus en fait dans la psychologie survivaliste, hein, et pour essayer de trouver des ressources en ville, premièrement déjà, et puis j'applique tout ça un peu dans le champ, on pourrait dire, de la bureaucratie, en fait, hein, c'est-à-dire la technocratie, qui est mon environnement. Dans un environnement très artificialisé, comme peut l'être la région, enfin l'agglomération parisienne. Bon, moi j'ai été survivaliste essentiellement dans les années 2000 quand j'étais précaire et que je galérais et que je circulais entre les squats, mes pioles de 6 mètres carrés. Et parce qu'il fallait que je survive dans un environnement hostile et qui a été façonné non pas par des végétaux ou des animaux sauvages, des prédateurs, mais par plutôt de la bureaucratie, pas forcément toujours très compréhensible, et puis du voisinage qui finalement se rapprochait assez de la bête sauvage. Donc bon, j'ai un peu une pratique, hein, je dirais de la survie en ville, hein, mais dans le sens en fait du loser social, etc., et de la pente qui nous emmène vers la clochardisation, oui. Et comment s'en sortir, hein, comment essayer d'en sortir par le haut, parce que c'est ça la question survivaliste, c'est dans un environnement chaotique qu'on ne maîtrise pas, plein d'incertitudes, comment effectivement réussir à rétablir un territoire sécurisé. Donc, ça me fait rire parce que ton entretien, je l'ai mis dans le chapitre qui s'appelle Les rats, où je décris énormément d'exemples d'expériences qui ont été conduites, que je regrette. Parfois, j'explique ce qui a été fait sur des animaux de laboratoire, et après les gens en commentaire disent « Tu fais l'éloge de ces manipulations et de ces chirurgies non, pauvre bête. » Et donc, c'est dans ce chapitre où je vous explique différentes sortes d'expériences qui ont été faites sur des rats. Donc, on est un petit peu le rat des villes, le rat des champs, parce que nous aussi, humains, nous sommes des rats de laboratoire, quelque part, pour ces manipulateurs. Enfin, je dirais, oui, tu parlais de cette guerre, finalement, de l'anthropologie qui a changé, de cette guerre culturelle, ce soft power qui fait beaucoup de choses, mais qui n'occupe pas un terrain, qui ne peut pas détruire des chars ou faire face à un ennemi aguerri, et qui, lui, reste fort. Et nous sortons de 50 ans de propagande, finalement, où nous avons expliqué que la virilité, c'est mal, que la violence, c'est la pire des choses qui soit, et que la nation, c'est caca. Pour faire les choses simples. Alors là, on veut nous envoyer potentiellement en guerre, on nous appelle non plus à la nation française ou italienne ou allemande, mais à la nation européenne, faire face à les hordes de Poutine ou que sais-je, ou bientôt les Chinois, je ne sais quoi. Or, il y a une dichotomie insurmontable entre finalement cet Européen sans idéal, autre que sa consommation, éventuellement sa sexualité, cette population bigarrée, remplie de gens venant de tous les horizons, sans lien commun réel, et puis probablement trop bien nourris et pas assez capables de faire face à des environnements difficiles, comme le sont malheureusement ces tranchées aujourd'hui en Ukraine. Comment vont-ils faire pour nous manipuler rapidement, pour nous transformer à nouveau dans les guerriers, et quand même ils pourraient le faire, ne risque-t-il pas de voir des gens énervés contre eux, en fait, et non pas contre un ennemi? Non, mais en fait, c'est trop tard. Alors, en tout cas, pour ce qui concerne la situation actuelle entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN. Enfin, l'Ukraine étant qu'un champ de bataille, tout le monde en est conscient. Hein. Les Ukrainiens ne sont pas forcément anti-russes. Enfin, je veux dire, donc, et puis la Russie n'a aucun problème avec l'Ukraine. Enfin,
ils n'ont pas renommé, par exemple, en fait, les gares ou les noms de rues avec d'autres noms que les noms ukrainiens qui existaient auparavant. Donc, bref, mais comment, oui, alors pour revenir sur ta question, comment le pouvoir en Occident va finalement nous reviriliser Ouais, mais c'est du boulot. voilà, pour nous envoyer faire la chair à canon, en fait. Mm. Bon, alors là, c'est trop tard hein, pour ce qui concerne la question ukrainienne, parce que c'est un travail qui s'étale sur au moins une ou deux générations, hein, c'est évident. Le service militaire donc a été aboli en France à la fin des années 90, si je me souviens bien. C'est à peu près dans ces eaux-là. Donc il faut... La base de la base, ce serait de le rétablir. Hein, mais alors comment justifier ce rétropédalage puisque à l'époque, on avait toutes les meilleures raisons du monde de dire on abolit le service militaire. Comment revenir sur ces meilleures raisons du monde et déployer un nouvel argumentaire qui, en quelque sorte, devrait corriger cette erreur qui a été faite dans les années 90. Pardon si je t'interromps, et simultanément en gardant l'idéologie dominante aujourd'hui, qui est le LGBTisme, etc. Et la Gay Pride. C'est-à-dire comment rétablir le service militaire au nom de la Gay Pride. Parce que c'est ça, en fait, le défi que l'OTAN se donne, puisque l'OTAN communique régulièrement sur les LGBT. Il y a des unités LGBT aujourd'hui. Oui. Moi, j'en parlais de manière humoristique dans des ébauches de nouvelles il y a 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, il y a réellement des unités qui mettent en avant la très très forte, sinon la prépondérante proportion de personnes LGBT, d'individus LGBT au sein de celle-ci. Ce qui va faire des commandos de choc assez étonnants. Oui. Alors après, il y a toute une gamme au sein de ce milieu. Enfin, il y a ceux qui sont justement dans la virilité, le cuir, etc., les grosses moustaches. Donc eux peuvent éventuellement se battre. Ceux qui sont par contre sous traitement pour changer de sexe, sans leur pilule et sans leur béquille, auront du mal effectivement à survivre dans les tranchées. Voilà, mais ça c'est toute la contradiction. C'est un drame. C'est un drame humain incroyable, toute cette farabande de couleurs. Oui, c'est de la folie, en fait, c'est de la psychose. Je veux dire, si on étudie les choses en termes psychiatriques, le transsexualisme fait partie des psychoses. On n'a plus le droit de dire, simplement, mais parce que ça a été enlevé des manuels et que c'est même pénalisé aujourd'hui d'aller plus loin dans cet argumentaire, mais je crois qu'on nous a compris. En revanche, même le fait d'imaginer d'envoyer des gens qui ne sont pas aptes à la tâche qui incomberait à celui qui va au combat, par exemple, c'est le vouer à une mort certaine. Oui, bien sûr. Donc c'est dans ce sens-là que je disais, c'est un drame qui se prépare, qui va être atroce. Quoi. Et c'est en ce sens que le survivalisme est aujourd'hui anti-occidental, entre guillemets, on s'entend, je ne parle pas de la culture authentique, mais aujourd'hui, pour moi, l'Occident a abandonné tout souci d'efficacité. Or, le survivalisme, c'est exactement le contraire. On ne cherche que l'efficacité. Le survivalisme, c'est en ce sens que je me revendique survivaliste, mais philosophiquement, conceptuellement, c'est-à-dire que moi, je suis en quête d'efficacité, en permanence. Parce que j'ai été à bonne école, comme je disais, les galères, quand elles durent quand elles durent trop longtemps... Oui, puis de l'expérience familiale avec les pays de l'Est lors du communisme dans les kolkhozes, tu nous en avais parlé d'une conférence, je vous renvoie à celle-ci, ça marque. Bien sûr, oui. Moi, j'ai beaucoup appris, effectivement, de ce point de vue-là. Effectivement, parce que, dans ma génération, on est encore les héritiers de modes de vie ancestraux qui, en fait, étaient sur le modèle, finalement, quasiment médiéval. Parce que mes grands-parents sont nés dans une culture, dans un niveau de développement qui était celui donc comment dire ça, juste après la Deuxième Guerre mondiale ou juste avant. Et en fait, c'était un mode de vie où il n'y avait pas la télévision, où il n'y avait pas un tas de choses en fait qui aujourd'hui occupent notre quotidien 24 heures sur 24. Quand j'étais petit, j'avais pas la télé déjà dans les années 70. Les premières télés que j'ai vues, c'était en noir et blanc, il y avait que 3 chaînes et ça s'arrêtait à 11h du soir, ça reprenait... on n'était pas saturé, notre cerveau, notre champ attentionnel n'était pas saturé et déconstruit par les images et par les TikTok et les réseaux sociaux des smartphones. Donc on est capable de se concentrer, on est capable de supporter effectivement des conditions de vie un peu merdiques, mais effectivement les jeunes générations ne le sont plus.
Et d'où les problèmes de recrutement. Enfin, tu as dû voir ça, je sais que ça t'intéresse, Ah mais oui. les armées occidentales ont de gros problèmes de recrutement. Et effectivement, concernant justement tout ce qui est mode de vie ruraux, hein, eh bien, justement, dans les pays de l'Est, hein, ils ont été préservés jusqu'à Jusqu'à très maintenant. récemment. Et avec un niveau de développement qui était comparable à celui de l'Occident, mais un tout petit peu inférieur, malgré tout, il faut l'avouer. D'où le complexe d'infériorité des Slaves, en fait, en général. Hein. Oui, Ils ont toujours ce complexe au c'est niveau du développement économique par rapport à nous. Ils c'est vrai. passent leur temps, j'étais en Russie récemment, là, ils passaient leur temps à dire ah oui, mais maintenant que la Crimée est rattachée, on va pouvoir construire des routes, avoir la 5G, etc. etc. Ça, c'est ce qui peut les perdre, d'ailleurs, justement. C'est cette quête du confort qui est humaine. Bien entendu. Je comprends. Je veux dire, n'importe quel animal a envie d'avoir un nid douillet. Hein, voilà. Mais à partir d'un certain seuil, précisément, ça, en fait, nous affaiblit. Hein, c'est Ouais. en gros l'augmentation du corps par la technologie et le confort. À un moment donné, ça a un effet justement de dégénérescence. Et ça, on est en train de enfin, et là, au niveau civilisationnel, le pouvoir suprême en Occident est en train d'affronter cet effet boomerang, hein, cette contradiction du capitalisme qui lui revient dans la tronche et qui aboutit à ce qu'il n'y a plus de soldats. Enfin, il n'y a plus de chair à canon. Et... Ce qui est une bonne leçon pour ceux qui pensent que tout est un complot et que tout a été prévu à l'avance. Voilà, exactement. Comme je dis souvent, même les complots, ça plante lamentablement. Oui. Et ben là, il est en train de planter. Le complot occidental est en train de planter. Et Et ils n'auront pas le temps, parce que tu parlais tout à l'heure que pour modifier profondément une population, il faut deux générations, enfin. mm, Euh, En fait, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas ces deux générations devant eux. ouais. Et donc, une conclusion, ouais, une déduction logique pourrait être, donc leur objectif peut être une fuite en avant mortifère, nihiliste, destructrice, et finalement sacrifier la population. Mais encore une fois, dans quel but? Sacrifier la population qui les a enrichis, qui les a mis au pouvoir, enfin, qui a entériné leur position au pouvoir, c'est au fond se suicider eux-mêmes aussi. Mm. Oui, mais ils ne sont plus survivalistes, justement. Ils n'ont plus l'instinct de conservation qui les oriente vers une quête d'efficacité. L'efficacité n'est plus la priorité en Occident. Ça, faut vraiment bien comprendre ça pour comprendre ce qui va nous arriver. Alors que c'est toute notre histoire des 300 dernières années. Oui, parce qu'effectivement, il y a un génie créatif occidental qui se manifeste. Alors bon, dans la peinture, la liturgie religieuse, tout ce qu'on veut, mais surtout dans les sciences et les techniques. Et la guerre. Et effectivement, le perfectionnement des outils pour faire la guerre, c'est-à-dire le complexe militaro-industriel et toutes ces choses-là. On salue nos amis aztèques et mayas qui ont qui ont fait face aux Européens. Donc, mais voilà, mais justement, là, en fait, on est à un moment où, en fait, il y a une hypertrophie technologique qui aboutit à un effet contradictoire, un effet comment ça s'appelle, d'hétérotélie, en fait, pour utiliser un terme un peu savant, quoi. C'est-à-dire que ça se retourne quand on pousse une logique à son terme, elle se retourne contre elle-même. Et donc là, en fait, l'Occident n'est plus efficace pour faire la guerre. Il peut plus. Voilà, pour des raisons internes et pas pour des raisons externes. C'est-à-dire que, à proprement parler, pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu encore de confrontation. Alors, effectivement, on peut dire qu'il y a une confrontation entre l'OTAN et la Russie sur le champ de bataille ukrainien, qui donc tourne à l'avantage de la Russie, mais elle joue à domicile. Donc bon, quelque part, on peut comprendre que l'OTAN soit un petit peu défavorisée, même si l'OTAN a militarisé l'Ukraine selon ses propres standards depuis 2014. Enfin, c'était un des slogans du régiment Azov. Hein. J'avais vu une affiche de recrutement d'Azov à Kiev, hein, où il disait bien on applique les standards de l'OTAN. Voilà, donc il y avait un travail en fait d'annexion et de façonnage de l'Ukraine aux standards de l'OTAN depuis 2014. Donc là on voit malgré tout les deux standards militaires, hein, ceux de la Russie et ceux de l'OTAN qui sont en train de s'affronter techniquement sur le champ de bataille ukrainien. Mais les uns jouent à domicile, les autres sont un petit peu encore ont un peu de retard. Mais indépendamment de ça, je veux dire, c'est surtout au niveau en fait c'est surtout au niveau psychologique, au niveau des ressources humaines. Donc là, pour l'instant, l'OTAN exploite
hein, justement, la chair à canon ukrainienne. Qui a les ressources psychologiques Voilà, et physiques. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que même ceux qui n'étaient pas anti-russes en 2022 ont pu le devenir, parce qu'ils ont perçu l'opération militaire spéciale comme une agression. Ça peut s'entendre. Il y a une logique. De fait, oui, effectivement, la Russie a avancé. Elle ne s'est pas contentée, hein, finalement, de défendre le Donbass. Elle a avancé. Donc, il y a effectivement un mouvement qui peut être perçu comme offensif. En réalité, repris, si on analyse ça dans une stratégie plus d'ensemble, en fait, c'est un mouvement défensif. Bon, bref, mais ça, bien sûr. On peut en parler une autre fois, c'est pas le sujet. Et donc, en fait, il y a plein de gens, effectivement, qui ont basculé dans le camp atlantiste à partir de février 2022, et des gens qui sont sur un modèle anthropologique, effectivement, issu du communisme, et donc un peu sous-développé par rapport au capitalisme, en termes de consumérisme, etc. Et donc ils sont en état de se battre, en fait, hein, comme les Russes, voilà. Mais ils sont, et c'est ce qui se passe là depuis 2 ans. Donc là, en fait, on assiste à ce sacrifice là de toute, enfin, je sais pas, en décembre 2022, il y avait un consensus autour de 500 000 morts. Hein. Bon, voilà. Un an est passé. Donc c'est. Non, c'est un drame, c'est une tragédie. Oui, ça c'est certain. Mais effectivement, bon, une fois que tous les Ukrainiens, hein, en fait, auront été éliminés physiquement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, précisément, là, il faudra utiliser, hein, en fait, de nouvelles ressources humaines, mais il n'y a plus personne en Occident. Alors, ils vont peut-être exploiter, effectivement, les Polonais, enfin, c'est-à-dire, en fait, déjà le réservoir issu du bloc communiste, qui est, mais le problème, encore une fois, c'est que... Peut-être que les Polonais n'ont pas envie de se battre non plus, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour eux. Un autre réservoir de population qui vient de pays où certainement leurs expériences ont été difficiles et donc qui ont forgé une mentalité peut-être encore, je dirais pas aguerrie, mais en tout cas capable de tenir face à une certaine dureté, ce sont toutes ces populations de migrants qui arrivent par millions chaque année, tant aux États-Unis qu'en Europe. Et aux États-Unis, on a des informations assez solides qui montrent qu'il y a tout un programme qui se prépare pour proposer des permis de séjour, voire la naturalisation rapide, efficace, pour les migrants qui arrivent, et pas seulement de l'Amérique latine, mais également d'Afrique et d'Asie, s'ils rentrent dans l'armée américaine, qui n'arrive plus à recruter suffisamment d'Américains, je crois qu'ils sont à 25% en dessous de leur objectif chaque année, donc c'est considérable, parce qu'il y a aussi des éléments techniques qui ne fonctionnent plus par manque de personnel, et d'utiliser finalement cette nouvelle chair à canon, ces mercenaires qui, dans l'espoir d'obtenir la carte de séjour de la nationalité, pourraient être recrutés, entraînés, et à ce moment-là être envoyés. On en a discuté avant de commencer cette émission. Quel est ton avis sur l'efficience de troupes mercenaires africaines, sud-américaines, au service de l'OTAN ou des États-Unis ? C'est un peu loin de chez eux, hein. Je pense qu'ils vont se sentir modérément concernés, hein, par ce qui se passe en Ukraine ou sur le front de l'Est. Donc en fait, leur motivation viendra d'où, hein? Elle viendra pas de la peur, hein, puisque justement, enfin, tu vois, elle viendra d'une récompense. Hein. Il y a deux manières en fait, hein, finalement, de conditionner un comportement. Il y a la carotte et le bâton. Donc la peur, hein, c'est-à-dire le bâton, et puis la carotte. Voilà. Donc là, en fait, on va les faire avancer avec une carotte qui sera... c'est ça, la CAF en France, ou la carte verte aux États-Unis. Bon, c'est une motivation inférieure. En fait, si vous voulez, ça, c'est une motivation qu'on pourrait qualifier de positive. Hein. C'est un projet positif. Voilà, une nouvelle vie, etc. Mais en fait, les motivations, les émotions les plus efficaces, en fait, hein, les plus puissantes, sont toujours négatives. Hein, justement, c'est la peur, c'est la haine, c'est la vengeance, etc. Et ça, précisément, ils en seront, enfin, je veux dire, ces latino-américains, là, migrants aux États-Unis, en seront dépourvus. Comme en seront dépourvus les Noirs ou les Arabes qui vont venir en France et qui pourraient être utilisés, hein, comme chair à canon, eux aussi, pour être envoyés sur le front de l'Est. S'ils viennent en France, c'est certainement pas pour finir en Ukraine. C'est pour vivre ici, tranquillement. Alors parfois, sincèrement, pour travailler et fonder une famille, etc. Et puis d'autres pour profiter des aides sociales. Donc, mais en tout cas, ils viennent pas ici pour se battre. Hein, en tout cas, pour finir dans une tranchée. On va se battre avec les Russes en Ukraine. Ça, voilà, oui. Donc, en fait, là, le niveau de motivation sera inférieur à celui d'un patriote ukrainien qui peut se sentir agressé par la Russie.
ce niveau de motivation sera largement inférieur aussi à celui d'un patriote russe qui lui se sent agressé, et a raison là pour le coup, par l'Ukraine, par l'Ukraine depuis 2014, et plus largement par l'OTAN. Et eux les Ukrainiens comme les Russes, eux, quelque part, ils sont dos au mur. En fait, ils se battent d'une manière, en fait, désespérée. Parce que, en fait, c'est eux ou l'autre. Enfin, je veux dire, en fait, ils sont en train de jouer leur survie physique. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, d'un latino-américain ou d'un africain qui vit en France. On a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les forces allemandes, des quantités considérables de Russes, même de minorités de l'Empire soviétique, on va dire, qui se battaient par petits bataillons, qui étaient recrutés par les Allemands et par petits bataillons pour combler le vide de personnel qu'il y avait, notamment sur le front ouest avant le débarquement de Normandie. Beaucoup d'Américains se disaient, on croyait, on nous avait appris des rudiments d'allemand, et lorsqu'on tombait sur des Allemands qui se rendaient, en fait, on ne comprenait pas leur langue, parce qu'en fait, c'était des Tchèques, des Tadjiks, des gens du Caucase, des Russes parfois, des Ukrainiens aussi. Et l'efficacité de ces troupes au combat était quasiment nulle. C'était des gens qui, à la première occasion, ou dès que leurs officiers ne les menaçaient plus, se rendaient tout de suite. Donc on peut effectivement se poser la question de cette efficacité. Maintenant, pour conclure peut-être, on a parlé, on avait... Donc tout cet entretien on avait fait, et dans le livre, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes face à cette potentielle guerre. À ton avis, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine peur que l'on va essayer de nous mettre sur le dos? Ouais, en fait, il y en a une qui est déjà en cours. Hein. C'est la peur du réchauffement climatique. Ah. Donc, et alors, faut apprendre à nager alors. Et bon, ça marche sur un segment de population suffisant pour finalement créer un suivisme. Bon, mais globalement, alors ça marche sur les militants écologistes, gauchistes, etc. Bon, ça marche. J'ai pas l'impression que ça marche beaucoup malgré tout sur la population. Mais il y a comme ça des minorités actives en fait, qui entraînent le cheptel, qui entraînent le troupeau, et ça peut être suffisant pour faire passer des lois, parce que c'est toujours ça le but de la peur. À la fin, c'est de légaliser un nouveau système. Le système numéro 1 n'était pas suffisamment favorable au pouvoir, au grand capital, etc., au forum de Davos et compagnie. Donc il va falloir mettre en place un système numéro 2. La question, c'est comment passer du numéro 1 au numéro 2 en douceur. Donc comment fabriquer le consentement des populations à passer d'un système à l'autre. Et donc la peur, ça peut être fabriquer une fausse peur est un outil psychologique, parce qu'on apporte évidemment une solution immédiatement. Parce que si on laisse les gens dans la peur, justement livrés à eux-mêmes, là, il y a un risque que le système échappe à l'ingénieur social qui essaye de le refaçonner, de le déconstruire pour le reconstruire. Donc il faut apporter tout de suite une solution. Et donc, donc la prochaine grande peur, comme il y avait la grande peur du millénaire, paraît-il, il y a 1024 ans. Ah oui. Dans la prochaine grande peur, en fait, c'est aussi la prochaine grande solution, puisque ça marche ensemble, c'est sûr, obligatoirement. Donc, ils ont tenté les extraterrestres subtilement, mais ça n'a pas pris ces dernières années. Ces 2-3 années, le projet Bluebeam, et on nous a sorti des soi-disant cadavres d'extraterrestres qu'on a montrés officiellement aux États-Unis. Il y avait une commission d'enquête officielle qui disait voilà. Mais finalement, je crois que ça n'a pas pris cette histoire-là. Non, et puis par contre, l'OMS a encore un détour de passe-passe là avec la maladie X, la maladie inconnue qui doit, par anticipation, nous obliger en fait à porter des masques en permanence ou je ne sais quoi, à appliquer des mesures sanitaires. Ça va bien marcher, ça aussi. Ouais. Donc, non mais cela dit, et c'est comme on en parle souvent lorsqu'on parle de maladie. La maladie a un avantage, si je puis dire, en tant que peur, c'est parce que les maladies existent. Il y a des maladies qui tuent,
Et en plus, c'est invisible, incolore, inodore, et elles se transmettent par des gens proches, la famille, les amis, effectivement, c'est un fait. Et donc on peut se baser sur beaucoup plus d'éléments réels pour ensuite bâtir une narration que des trucs farfelus comme la Russie voudrait nous envahir, parce que c'est juste illogique, ça n'a pas de sens, ou d'autres peurs. Je veux dire, ça aurait pu avoir du sens pendant l'époque de la guerre froide, où on avait un affrontement aussi idéologique, ce n'est pas qu'un affrontement militaire, où l'invasion soviétique pouvait être une invasion idéologique et un changement de régime en Occident, par exemple, qui était à craindre. Là, c'est pas le cas. Or, la maladie, ou les maladies, elles peuvent exister, peuvent même se fabriquer, visiblement. Et donc, tu penses que ça pourrait être une carte à jouer dans les prochaines années? À rejouer, oui, puisque ça a déjà été joué en 2020. Et ils peuvent, l'OMS peut effectivement se dire, bon, allez, on va essayer de faire la deuxième manche, la deuxième... le deuxième acte de la représentation, voire un troisième, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même une mémoire collective, et que beaucoup de gens se sont effectivement éveillés et ont pris conscience qu'ils avaient été manipulés. Donc c'est difficile pour comment dire ça, quand vous êtes comme ça en fait au sommet d'une ONG aussi importante que l'OMS. En fait, l'opinion publique est une sorte de boîte noire. Vous ne savez pas trop comment la gérer, parce que c'est très difficile de savoir exactement dans quel état est l'opinion publique. Sachant qu'en plus, il y a des seuils semi-conscients, subliminaux, et puis il y a de l'inconscient en plus, encore plus difficile à atteindre. On a vu quand même des symptômes en fait de ce que l'OMS et le Forum économique mondial pensent aujourd'hui, c'est qu'ils pensent qu'ils ont perdu la confiance aveugle en fait du grand public. Il y a eu des articles puis Ursula von der Leyen a communiqué là-dessus récemment en disant oui, on a un problème de confiance aujourd'hui vis-à-vis de l'opinion publique. J'ajoute, je donnerai pas les noms, mais j'habite souvent à Genève. À Genève, il y a l'OMS. Je connais des gens qui y travaillent. Beaucoup d'entre eux refusent absolument de reprendre des piqûres expérimentales parce qu'ils ont vu beaucoup de leurs collègues avoir des gros problèmes. Donc déjà, la santé va pas très fort au sein de l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ils commencent aussi à se dire, mais au fond, on travaille... c'est un peu comme les nazis en 1945 qui se regardent dans les bunkers et se disent, mais tu sais Hans, peut-être que les méchants c'est nous en fait. Tu vois, il y a un moment où tu sais, les guerres sont toujours gagnées par les gentils, forcément, c'est eux qui réécrivent l'histoire. Mais il y a un moment où il y a des gens qui se disent, mais peut-être qu'on est dans le mauvais camp. Et là, je ne donnerai pas des noms, mais il y a beaucoup de gens qui sont cadres et bref, qui commencent à se dire... Notre idée, c'était d'aider les gens à se soigner, à répondre de manière efficace à travers le monde lorsqu'il y a des épidémies. Et c'était leur idéal. Et là, ils se rendent compte que... Et d'ailleurs, alors puisque tu connais Genève, justement, l'opinion publique des Genevois, mais du quotidien en fait, sur ces questions-là d'OMS, parce que c'est chez vous en fait. Moi, la première fois que je suis allé à Genève, je me suis baladé dans le grand parc là, dans le nord de Genève où il y a toutes ces ONG. C'est un centre de pouvoir international, Genève. On y pense rarement. On pense toujours. Non mais c'est ça. On pense à la City de Londres, on pense à Wall Street, on pense à Bruxelles évidemment avec l'UE et l'OTAN, mais on oublie, en tout cas de moins en moins, depuis 2020, maintenant l'attention internationale s'est refocalisée sur Genève. Mais le Genevois justement du quotidien. Alors, je vais décevoir les complotistes. Alors point numéro 1, c'est pas des foudres de guerre les mecs. Point numéro 2 pour ta question. La population n'est pas hostile aux organisations internationales, y compris l'OMS, qui n'est pas tout à fait une organisation internationale, c'est un statut particulier, puisque c'est une institution un peu privée en fait. Mais la population n'est pas hostile à eux en tant qu'organisation, puisqu'ils sont intégrés, ils y travaillent, ils connaissent des gens qui y travaillent, et puis très honnêtement, les gens
Enfin, c'est la répartition des tâches. Hein. Les gens disent, ben, moi je fais mon boulot, je conduis un train, moi je tourne la valve, moi je mets les trucs dans la chambre, puis moi je vide les cadavres. Enfin, chacun fait son bout et pas tout le monde voit l'ensemble et voit le travail de destruction qui est mis en place. Et donc tout le monde peut se dédouaner. En revanche, par rapport à la crise de 2020 et puis les injections expérimentales qui ont été faites en 2021-2022, on a eu quand même beaucoup de morts. Enfin, 2021-2022. Il y a quand même, en moyenne, en Suisse, 40% d'augmentation de la mortalité. Ah oui, aucun. Donc, s'il y avait un mort sur 100 en 2019 et en 2020, en 2021, il y a eu 1,4 morts sur 100. Et qu'est-ce qui s'est passé de bizarre entre 2021 et 2022 qui a causé cette différence? On a des myocardites bizarres, des cancers fulgurants chez des gens qui statistiquement ne devraient pas les avoir. Comment on le sait? C'est parce qu'on a beaucoup d'assurance vie en Suisse. La Suisse, c'est un pays riche, les gens achètent beaucoup d'assurances, y compris des assurances vie. Donc les assureurs, ils gueulent. Ils se disent, mais vous êtes en train de nous ruiner. Nous on a des actuariens on essaie d'avoir le prix le plus juste pour se faire une marge confortable, mais quand même... Et là, tout d'un coup, 40% d'augmentation de mortalité, vous êtes en train de nous ruiner. Si ça continue comme ça, on ferme et on ruine tous les gens qui ont des assurances vie. Donc il y a une déconcaténation économique qui n'ont pas été planifiées par ces foudres de guerre, justement, qui font des trucs expérimentaux. Et donc là, il commence à y avoir une part croissante de la population qui, déjà en 2022, protestait dans la rue. Hein, donc personne n'en parle, mais même en Suisse, on a eu des gens qui sont allés à Berne, à la capitale, et qui se sont fait tirer dessus à balles en caoutchouc. Hein. Du jamais vu en Suisse. La dernière fois où la police a tiré sur la foule, il faut remonter aux années 20. Bon, là, elle tirait avec des balles réelles. Mais quand même, on est un pays où, normalement, les choses se font par le dialogue. Donc là, des manifestations, la police qui tire devant le palais fédéral. Donc, et aujourd'hui, bien qu'aux urnes, on ait entériné les lois liberticides qui ont été mises en place en 2020, le peuple, malheureusement, les a acceptées à 60% pour et 40% contre. C'est quand même 40% contre. Et ça, c'est en 2022. Donc, le temps passe, 2023, 2024. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une forte majorité des gens qui suivraient... il faudrait à nouveau remettre une couche de peur, de terreur. Mais je pense que l'effet serait moindre. Est-ce que, pour conclure, un mot de la fin sur la peur et l'ingénierie sociale? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas se laisser avoir? Qu'il faut faire un bon usage de la peur, hein, c'est ce que tu dis dans ton livre, hein, effectivement, parce que tu rapportes les expériences faites sur certains animaux en laboratoire. Que je déplore. Oui, voilà, va falloir me le préciser, parce sinon on aura les ligues de vertu. Internet, tous les wokistes qui vont faire des procès. On n'est pas contre les LGBT en tant que tels, on n'est pas contre les animaux, on n'est pas pour les laboratoires. On aime tout le monde, hein, voilà, mais que effectivement, donc des expériences ont été réalisées où en fait, les expérimentateurs supprimaient les centres de la peur dans le cerveau de certains animaux. Et donc, ils se laissaient mourir, en fait, parce que précisément, ils n'avaient plus la conscience du danger, dans certains cas, ou la conscience de l'urgence d'agir, de faire quelque chose. Et donc, en fait, ils se laissaient dévorer par le prédateur. Donc, la peur, si nous avons cet outil émotionnel, c'est pas par hasard. C'est parce que la sélection naturelle nous l'a donné, parce qu'elle était utile. Alors effectivement, justement, puisque l'utilité et l'efficacité ne sont plus les soucis de l'Occident, on nous apprend, on pourrait dire, on nous rééduque à ne plus avoir peur de rien, sauf de temps en temps, en fonction des besoins du moment. C'est-à-dire, la Russie, là, il faut avoir peur de la Russie. Le virus, là, il faut avoir peur du virus. Par contre, l'immigration, non, aucun problème. N'ayez pas peur de l'immigration. L'islamisation, aucun problème. N'ayez pas peur de l'islamisation. Ça va bien se passer. Donc, en fait, il faut savoir, justement, doser, en quelque sorte, justement, la peur, parce qu'elle nous permet, en fait, de reprendre le contrôle de notre champ attentionnel et de se refocaliser sur les vrais problèmes pour ne pas se laisser distraire par les faux problèmes du style une sorte de virus grippal nommé SARS-CoV-2, du style une fausse menace géopolitique comme la Russie. Non, il faut essayer, justement, il faut travailler sur la peur, mais aussi sur la peur des autres. C'est-à-dire que l'émotion, l'émotion de la peur soit liée à un objet réel. Parce que je vois ça aussi, des phénomènes de psychose maintenant sur Internet, c'est une véritable épidémie, des gens qui se font peur tout seuls sur leur écran.
en fait, non, mais en fait, c'est le conspirationniste au sens caricatural du terme qui va avoir peur effectivement des extraterrestres ou qui va avoir peur des reptiliens. Bon, pendant ce temps-là, il fait rien. Il fait rien, voilà, et il laisse les vrais objets qui devraient normalement nous faire peur, il les laisse finalement se perpétuer et comment dire, et devenir important, enfin, et occuper de la place. Donc ça, je pense que ça peut être une leçon, enfin une des raisons de lire ton livre, c'est savoir justement juger, enfin travailler, enfin parce que tu as travaillé justement sur les aspects positifs de la peur, pas uniquement les aspects négatifs, justement pour sortir de cette espèce de New Age en fait, enfin d'état où en fait il faudrait être ami avec tous, etc. Non, dans certains cas, il y a des prédateurs. Nous avons affaire, nous sommes des herbivores, non mais il est bon d'avoir peur dans certains cas, et ce qui nous sauve effectivement, c'est l'esprit de groupe en fait, face aux prédateurs qui eux sont tout en haut du sommet du pouvoir. Lucien Cerise, merci beaucoup. Ah bah merci à toi surtout.